Behlendorf, fin novembre 1999. C'est ici que vit et travaille Günter Grass, prix Nobel de littérature. Première rencontre avec le sociologue et philosophe français Pierre Bourdieu. Tous deux sont en effet arrivés à la conclusion qu'en cette fin de siècle, il est nécessaire de se demander si les valeurs issues des Lumières sont bien toujours les nôtres et ce qu'il faut faire pour qu'elles se perpétuent. Vous avez parlé quelque part de la tradition européenne ou allemande, qui est d'ailleurs aussi une tradition française, d'ouvrir sa gueule. Et lorsque nous avions pensé à faire ce dialogue public avec des syndicalistes, je ne savais pas, évidemment, que vous seriez prix Nobel. Bon, évidemment, je me réjouis beaucoup que vous soyez prix Nobel, et je me réjouis aussi beaucoup que vous n'ayez pas été transformé par le prix Nobel, que vous soyez aussi disposé qu'avant à ouvrir votre gueule. Et j'espère que... Enfin, j'aimerais bien que nous l'ouvrions ensemble, voilà. Es ist für deutsche Erfahrungen einigermaßen ungewöhnlich. En Allemagne, il n'est guère habituel de voir assis autour d'une même table un sociologue et un écrivain. Chez nous, on a plutôt l'habitude de voir les philosophes dans leur coin, les sociologues dans leur coin à eux, alors que dans la pièce du fond, on trouve les écrivains qui se chamaillent. Ce genre de communication est beaucoup trop rare en Allemagne. Quand je pense à nos travaux, quand je pense à votre livre « La misère du monde », quand je pense à mon dernier ouvrage intitulé « Mon siècle », je constate qu'il y a entre nous bien des points communs. Et d'abord, nous racontons l'histoire vue d'en bas. Nous ne parlons pas de la société en nous mettant dans la perspective des gagnants. Nous nous plaçons, et nous sommes d'ailleurs connus pour cela, nous nous plaçons du côté des perdants, de ceux qui sont en marge, de ceux qui sont exclus par la société, de ceux qui font partie des minorités. Les thèmes que nous abordons sont souvent similaires, et j'ai été frappé de ce fait en lisant votre livre. Maintenant, je me dis que vous avez admirablement réussi, avec votre équipe, avec vos collaborateurs, à vous mettre en retrait pour vous concentrer entièrement sur un grand effort de compréhension et sans vouloir donner de leçons. Ce que vous avez réalisé est étonnant, remarquable. Vous brossez un tableau de la société, de la réalité sociale française, mais sans doute transposable également à d'autres pays, avec bien sûr des nuances. Et vous racontez des histoires que j'aimerais beaucoup. Moi, l'écrivain, le conteur, utilisé un peu comme une matière première pour écrire mes propres romans. Il y a par exemple cette très belle description de la rue des Jonquilles. Vous nous montrez là des métallos qui sont aujourd'hui au chômage, des gens qui sont métallos depuis 3 générations parfois, venant de familles où l'on allait à la même usine. De génération en génération, ces gens sont toujours rue des Jonquilles, mais aujourd'hui exclus de la société. Et j'aimerais beaucoup trouver un livre similaire, un livre conçu de la même façon, mais décrivant la réalité sociale allemande. Il faudrait en fait un livre comme cela pour chaque pays. On pourrait en faire une bibliothèque qui serait en réalité une documentation sur le grave échec d'une politique qui a complètement démissionné devant l'économie. Il faudrait beaucoup plus d'enquêtes de ce genre. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais vous interroger. Une chose qui m'a frappé en vous lisant, mais ça fait peut-être partie de la nature même de la sociologie. Il n'y a pas d'humour dans vos livres. Le comique de l'échec, par exemple, quelque chose qui est très présent dans les histoires que je raconte. On n'en trouve pas trace chez vous. Les situations absurdes qui naissent parfois de la confrontation, on n'en trouve pas trace dans vos livres. Pourquoi ? Peut-être parce que nous sommes un peu écrasés par la réalité. Vous avez magnifiquement raconté un certain nombre de ces expériences que nous avons évoquées. Mon expérience d'un certain nombre des histoires que vous avez évoquées, c'est que celui qui les reçoit
directement de la personne qui les a vécues est un peu accablée par ces histoires. Et l'idée de prendre de la distance n'est presque pas pensable. Par exemple, nous avons été amenés à exclure du livre un certain nombre de récits parce qu'ils étaient trop poignants, et trop pathétiques, trop douloureux. Entendons-nous bien. Quand je dis comique, je ne veux pas dire que le comique et le tragique s'excluent mutuellement. En fait, les frontières entre ces deux domaines sont toujours très floues. Quand je vous lis, je découvre des situations absurdes. C'est ça que je voulais dire. Oui, non, mais je comprends. En fait, ce que nous voulions, enfin, c'est jeter devant les yeux des lecteurs cette absurdité brute, bon, sans aucun effet. Une des consignes que nous avions données les uns aux autres était que il fallait éviter de faire de la littérature. Bon, alors, je vais peut-être vous choquer en disant ça. Il y a une tentation quand on est devant des drames comme cela, enfin, d'écrire, de bien écrire, d'enjoliver les choses. Bon, la consigne était d'essayer d'être aussi brutalement positif que possible pour restituer à la réalité sa violence. Bon, parce que ces histoires sont d'une violence extraordinaire, vraiment, presque insupportable. Bon, et alors, c'était pour deux raisons, des raisons scientifiques, mais aussi, je pense, presque, c'était aussi des raisons littéraires, bizarrement. Nous voulions ne pas être littéraires pour être littéraires d'une autre façon. Mais aussi des raisons politiques. Nous pensions que bon, la violence des effets qu'exerce actuellement la politique néolibérale qui est mise en œuvre en Europe et en Amérique latine, enfin dans beaucoup de pays, la violence de cette action est si grande que on ne peut pas en rendre compte par des mots. Bon, la critique n'est pas à la hauteur des effets que produit cette politique. Bon, voilà. Et ça, c'est peut-être naïf, mais c'est ça l'intention, c'était d'être... On voit bien dans votre livre que les enquêteurs restent souvent sans voix, car ce qu'on leur raconte les oblige à répéter leurs questions. Et en fait, ils sont désarçonnés par ce qu'ils entendent et qui est dit, qui est présenté avec une sorte d'urgence intérieure qui trouble l'enquêteur, qui perd son fil. Ce qui d'ailleurs est une bonne chose, parce qu'ainsi, l'enquêteur évite d'imposer de manière autoritaire son propre point de vue. Mais je me pose une question qu'il faut sans doute placer dans un contexte un peu plus vaste. Nous sommes tous deux, vous le sociologue et moi l'écrivain, les enfants des Lumières. Nous sommes les héritiers d'une tradition européenne qu'on remet aujourd'hui partout en cause. En tout cas, on la conteste en Allemagne, on la conteste en France, un peu comme si cette tradition européenne des Lumières s'était égarée, s'était interrompue, comme si on pouvait s'en passer, ce que je ne crois pas. Moi, je vois bien comment ce mouvement des Lumières a fini par s'égarer. J'ai bien vu que la raison, aujourd'hui, se réduit exclusivement à ce qui est techniquement faisable. Et quand je pense à, par exemple, un Montaigne, à la richesse de son imagination, au monde enchanté qu'il habitait, je me rends compte qu'au fil des siècles, on a perdu beaucoup de choses, et notamment l'humour. Pensons par exemple à Voltaire et à Candide, pensons à Diderot et à Jacques le Fataliste. Eh bien, dans ces livres, on décrivait également une situation horrible. Et pourtant, on y trouve cette capacité humaine de rire malgré la souffrance, malgré l'échec. Et on trouve donc des personnages qui sont à la fois comiques et triomphants, en dépit de tout. Ce sont bien sûr des traditions héritées du roman picaresque. Je crois qu'on peut constater aujourd'hui que le mouvement des Lumières s'est engagé un peu sur une fausse piste dans le fait qu'on ne sait plus rire. En dépit de la souffrance, en dépit de l'échec, on n'a plus ce rire triomphant des perdants. C'est quelque chose qui a disparu. Mais je ne veux pas trop insister sur ce point. Simplement, j'ai constaté une chose. La réalité sociale n'a guère évolué, n'a guère changé. Notre matériau
est en fait resté le même, c'est notre société dérangée, détruite, mais aujourd'hui nous ne l'analysons plus avec les valeurs des Lumières. Oui, mais enfin, mon impression, c'est que c'est ce sentiment que nous avons d'avoir perdu la tradition des Lumières est lié au renversement de toute la vision du monde qui a été imposée par la vision néolibérale qui est aujourd'hui dominante. Moi, je pense que bon, ici en Allemagne, je peux employer cette comparaison. Je pense que la révolution néolibérale est une révolution conservatrice, bon, au sens où on parlait de révolution conservatrice en Allemagne dans les années 30. Et une révolution conservatrice, c'est quelque chose de très étrange. C'est une révolution qui a l'air, qui rétablit le passé, qui revient au passé et qui se présente comme progressiste. Bon. On transforme la régression en progrès. Bon. Si bien que ceux qui combattent cette régression ont l'air eux-mêmes régressifs. Ceux qui combattent la terreur ont l'air eux-mêmes terroristes. Enfin, je pense que c'est une chose que nous avons subie en commun. Nous sommes volontiers traités d'archaïques, en français nous disons ringards, arriérés. Dinosaurier. Voilà, dinosaures, voilà, exactement. Dinosaures. Et c'est ça la grande force. Même ce que vous dites, vous voyez, je crois, je me permets de vous dire ça, participe enfin de l'idée. On nous dit, vous n'êtes pas drôle. Mais l'époque n'est vraiment pas drôle. Bon. Et vraiment, il n'y a pas de quoi rire. Il n'y a pas de quoi rire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que nous vivions une époque drôle. Simplement, le rire sarcastique, sardonique, diabolique qu'on libère avec les moyens de la littérature, c'est aussi une façon de protester. Mais revenons à ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de la révolution conservatrice. Ce qui se vend aujourd'hui sous le label néolibéralisme, ce n'est rien d'autre qu'un retour aux méthodes du libéralisme de Manchester du 19e siècle. On croit pouvoir remonter le cours de l'histoire, non sans raison. Au cours des années 50, des années 60 et jusque dans les années 70, on s'est efforcé partout en Europe, avec d'ailleurs un certain succès, de domestiquer, de civiliser le capitalisme. On peut dire que le socialisme et le capitalisme sont nés tous deux des Lumières. Ce sont en quelque sorte les enfants génialement ratés de l'époque des Lumières. Mais ces deux monstres se contrôlaient relativement l'un l'autre. Et le capitalisme lui-même était obligé de respecter un certain nombre de choses, de prendre des égards, d'assumer des responsabilités. On parlait en Allemagne d'économie sociale de marché, et tout le monde, y compris les conservateurs, y compris le Parti démocrate chrétien, était d'accord pour tout faire pour éviter qu'on revienne à une situation telle que celle de la République de Weimar. Mais ce consensus, ce contrat social a été rompu à partir des années 80. Et lorsque les hiérarchies communistes ont commencé à s'effondrer, le capitalisme se sentait libéré de toute entrave, il se qualifiait alors de néolibéralisme, pensait pouvoir n'en faire qu'à sa tête en échappant à tout contrôle puisqu'il n'y avait plus personne pour lui faire face. C'est en réalité la situation dans laquelle nous sommes. Et les quelques capitalistes restés responsables, aujourd'hui, lèvent le doigt pour nous mettre en garde et se rendent bien compte que leurs instruments, que leurs outils leur échappent. Le capitalisme, ou ce système qui se qualifie de néolibéral, répète en réalité les erreurs du communisme, en croyant pouvoir imposer des dogmes, marqués d'une sorte de sceau d'infaillibilité. Ainsi, on nous dit qu'il n'y a aucune alternative à l'économie de marché. Mais ça ressemble tout à fait à un dogme catholique ou à un ancien dogme communiste. Oui, mais la force de ce néolibéralisme, c'est qu'il est mis en application, au moins en Europe, par des gens qui s'appellent socialistes. Et que ce soit Schröder, que ce soit Blair, que ce soit Jospin, ce sont des gens qui invoquent le socialisme pour faire
du néolibéralisme. Et ça rend l'analyse et la critique extrêmement difficile, parce que là encore une fois, tout est à l'envers. Tout est à l'envers, et comment dire, la critique... En fait, il y a une véritable capitulation face à l'économie. Et du même coup, faire exister une opposition critique à la gauche des mouvements sociodémocrates est devenu extrêmement difficile. Bon, en France, nous avons réussi... il y a eu le mouvement des grandes grèves de 1995, qui ont mobilisé très largement la population des travailleurs, des employés, etc., et aussi des intellectuels. Ensuite, il y a eu toute une série de mouvements, le mouvement des chômeurs, le mouvement, la marche des chômeurs européenne, etc., etc. Il y a eu une sorte d'agitation permanente, qui a obligé les sociodémocrates au pouvoir à faire semblant, au moins, de tenir un discours socialiste. Bon. Mais dans la pratique, ce mouvement critique reste très faible, en grande partie parce qu'il est enfermé à l'échelle nationale. Et une des questions majeures, me semble-t-il, qui se pose au plan politique, est de savoir comment rendre international faire exister à l'échelle internationale une position à la gauche des mouvements sociodémocrates qui soit capable d'influencer. Bon, alors là, je pense par exemple que les tentatives pour faire un syndicalisme européen sont actuellement très, très difficiles. Elles sont presque condamnées à l'échec. Bon, et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que nous, les intellectuels, nous pouvons faire pour contribuer à ce mouvement qui est très important. Parce qu'on dit, dans la vision, encore une fois, néolibérale, on fait comme si les grandes conquêtes sociales avaient été accordées par la bienveillance des dominants. En fait, l'histoire sociale le montre. Toutes les conquêtes sociales ont été conquises par la force des luttes, etc. Bon. Donc, si nous voulons avoir une Europe sociale, comme on dit, il faut qu'il y ait un mouvement social européen. Bon. Et je pense, ça c'est mon impression, c'est que les intellectuels ont une responsabilité très grande dans la constitution d'un tel mouvement, parce que la force des dominants n'est pas seulement économique, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi du côté de la croyance, du côté... Voilà. Et c'est pour ça, je crois qu'il faut ouvrir la gueule. Ça me paraît très important pour dire que ça ne va pas de soi et pour essayer de restaurer l'utopie. Parce que une des forces de ces mouvements néolibéraux, c'est qu'ils tuent l'utopie et ils font apparaître l'utopie comme archaïque. Vielleicht liegt es auch daran, dass die sozialistischen oder sozialdemokratischen Parteien on peut peut-être expliquer la situation par le fait que certains partis socialistes et sociodémocrates ont fini par croire eux-mêmes ce qu'on affirme depuis 10 ans, à savoir qu'avec la chute du communisme, le socialisme avait été balayé lui aussi. Et bien sûr, quand on croit ça, on perd confiance dans le mouvement ouvrier qui est bien plus ancien que le communisme, et on n'a plus confiance dans les syndicats. Mais quand on se coupe de sa propre tradition, on se dessèche, on se renie. Et à ce moment-là, on s'efforce de s'adapter à quelque chose qui apparaît comme une loi naturelle, à savoir le néolibéralisme. Tout à l'heure, vous rappeliez qu'en France, après les grèves, il y a eu un mouvement qui a permis pour la première fois aux chômeurs de s'organiser. De petites tentatives ont été faites également en Allemagne, mais sans suite. Depuis des années, je me suis efforcé de dire aux syndicats « Mais vous ne pouvez pas vous occuper des travailleurs que tant qu'ils ont un emploi. Vous ne pouvez pas les abandonner dès qu'ils sont au chômage. Qu'attendez-vous pour créer un syndicat des chômeurs sur une base européenne ?» Nous n'arrêtons pas de nous lamenter parce que l'unification de l'Europe se fait uniquement sur le terrain économique. Mais que font donc les syndicats, dans tous les pays d'Europe d'ailleurs, pour dépasser le cadre national, pour développer des formes d'organisation et d'action par-delà les frontières? N'est-ce pas? Il y a d'un côté la mondialisation et de l'autre côté il n'y a rien.
nous restons cantonnés au niveau national. Et même entre la France et l'Allemagne, même entre deux pays voisins, on constate qu'on n'est pas capable de s'inspirer d'expériences réussies telles que cette expérience française. On n'est pas capable de faire la même chose en Allemagne ou dans d'autres pays et de réagir, d'agir et de faire ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir ouvrir sa gueule. Il faut ouvrir sa gueule, c'est évident. Et puis, une chose est claire, quand, comme le font aujourd'hui beaucoup d'intellectuels, mais la notion d'intellectuel, j'y reviendrai, on se contente de tout avaler, de tout gober, eh bien, il n'y a pas de quoi s'étonner qu'on fasse des ulcères, c'est clair. Il faut dire les choses, il faut parler, il faut l'ouvrir. Moi, je ne sais pas. Sur ce point, j'ai un doute. Je ne sais pas si on peut parler, comme on le fait en France, du moins me semble-t-il, des intellectuels. En tant qu'Allemand, j'ai le sentiment que c'est une erreur de croire que quand on est intellectuel, on est forcément de gauche. En fait, toute l'histoire du XXe siècle, y compris le fascisme, y compris le national-socialisme, prouve le contraire. Un homme comme Goebbels, c'était un intellectuel. Donc, être intellectuel, ça n'est pas pour moi un gage de qualité en soi. Et regardez ce qui s'est passé après mai 68, en Allemagne et sans doute aussi en France. Il y avait à l'époque des gens qui se croyaient très loin sur ma gauche. Aujourd'hui, quand je veux les retrouver, j'attrape un torticolis en les cherchant à droite et même parmi les extrémistes de droite. Je pense à un ancien leader étudiant comme Bernd Rabel qu'on retrouve aujourd'hui dans les milieux extrémistes de droite. Comme quoi on peut changer. Quand on parle d'intellectuels, restons critiques. Et puis, votre livre « La misère du monde » montre bien que des gens provenant du monde du travail, des gens qui ont passé leur vie à militer dans les syndicats, et qui un jour se retrouvent au chômage ou à la retraite, tombent dans une sorte de gouffre, dans un véritable néant. Plus personne ne se soucie d'eux. Or, ces gens ont une connaissance des réalités sociales et une expérience de la société bien plus riche que celle des intellectuels. Et c'est là un potentiel complètement ignoré, complètement inexploité. Et il n'y a plus d'échanges, ces échanges qui nous feraient sans doute avancer. Enfin, c'est un peu enfin, je reviens une seconde, puisque vous avez la gentillesse d'en parler, et d'en parler très bien, à ce livre, La misère du monde. Bon, c'est un effort pour donner une fonction beaucoup plus modeste et en même temps, je crois, beaucoup plus utile qu'à l'accoutumée aux intellectuels. C'est-à-dire, c'est la fonction, je sais dit dans le livre, la fonction d'écrivain public, nous disons en français. C'est l'écrivain public que j'ai bien connu dans les pays d'Afrique du Nord. Bon, c'est quelqu'un qui sait écrire et qui prête sa compétence à des gens pour que ces gens puissent dire des choses qu'ils savent en un sens mieux que celui qui les écrit. Et bon, les sociologues sont dans une position tout à fait particulière. Ce ne sont pas des intellectuels comme les autres. Ce sont des gens qui savent, enfin, la plupart du temps, pas tous, écouter, déchiffrer ce qui leur est dit et transcrire, réécrire et transmettre. Bon. Alors, peut-être que c'est un peu corporatiste, mais je pense que ça serait important que les intellectuels, plus largement, tous les gens qui ont le loisir de penser, d'écrire, de travailler, bon, participent un peu à ce travail de reconstruction. Mais cela voudrait dire aussi qu'il faut lancer un appel à ces intellectuels qui se situent et qui existent dans le camp néolibéral. J'ai remarqué qu'il y en a quelques-uns dans le camp capitaliste et néolibéral qui, peut-être en raison de leurs outils intellectuels, peut-être aussi parce qu'ils s'inscrivent dans la tradition des Lumières, commencent aujourd'hui un peu à douter, à se demander si ce circuit de l'argent autour de la planète qui échappe à tout contrôle, si cette espèce de folie à laquelle on assiste dans ce monde néolibéral et qui conduit, par exemple, à des fusions sans rime ni raison,
mais qui entraîne des licenciements par milliers, 2000, 3000, 10 000 chômeurs qui font croître les profits et les cours de la bourse, eh bien, il y a aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le camp néolibéral, des intellectuels qui commencent à réfléchir, qui commencent à s'interroger. Il faut dialoguer avec eux. Un des problèmes, c'est qu'il s'agit, il me semble, il ne s'agit pas simplement de contrarier ce discours dominant qui se donne des allures d'unanimité. Pour le contrarier efficacement, il faut pouvoir le diffuser, le rendre public. Bon, par exemple, là, nous parlons en ce moment à la télévision, pour la télévision, avec l'intention, en tout cas de mon côté, je pense aussi du vôtre, de dépasser le cercle des intellectuels. Bon, on voudrait rompre un petit peu ce mur de silence, parce que c'est pas simplement un mur d'argent, c'est aussi un mur de silence. Bon, et la télévision est très ambiguë, parce que c'est à la fois l'instrument qui nous permet de parler et qui nous fait taire. Bon, nous sommes sans arrêt assaillis par un discours dominant. Les journalistes, dans leur grande majorité, enfin bon, sont souvent inconsciemment complices de ce discours dominant. Et quand on veut rompre cette unanimité, c'est très difficile. Enfin, moi, en tout cas, dans l'exemple de la France, en dehors de personnes très consacrées, très reconnues, il est très difficile d'arriver à l'espace public. Enfin, c'est bon. Et alors, quand je disais en commençant que j'espérais que vous alliez ouvrir votre gueule, je pense que les gens consacrés sont les seuls, en un sens, à pouvoir briser le cercle. Mais malheureusement, on les consacre pour qu'ils restent tranquilles, pour qu'ils restent silencieux. Et il y en a très peu qui utilisent le capital symbolique que leur donne leur consécration pour parler. Pour parler tout simplement, et pour aussi faire entendre la voix de ceux qui n'ont pas de parole. Ma conception de l'écriture narrative, depuis d'ailleurs que j'ai écrit Le Tambour, m'a toujours incité à emprunter leurs yeux à ceux qui n'écrivent pas l'histoire, mais qui la subissent, à ceux qui sont victimes ou coupables, ou qui sont de simples opportunistes, bref, ceux qui suivent ou ceux qui sont pourchassés. Et cette approche, déjà relativement ancienne, je l'ai empruntée à la tradition de la littérature elle-même. Un exemple qui concerne l'Allemagne, mais vous en trouveriez facilement un pour la France. En Allemagne, est-ce que vraiment nous saurions quelque chose quant à la vie quotidienne pendant la guerre de 30 ans sans Grimmelshausen et son Simplicissimus, cet ouvrage sur ce gribouille allemand? Si nous n'avions que les documents des historiens, que saurions-nous? Nous saurions sans doute beaucoup de choses sur l'histoire des vainqueurs, mais qui écrit donc l'histoire des perdants? Personne, presque jamais. Là, la littérature doit venir combler un vide. La littérature doit donner la parole à ces gens qui n'ont pas voix au chapitre. Et dans votre livre, c'est bien ce que vous faites, c'est bien là votre approche. Vous parliez tout à l'heure de cet outil puissant d'information qu'est la télévision. La télévision, comme toutes les grandes institutions, a fini par forger ses propres dogmes, ses propres superstitions, dont le dogme des quotas, le dogme de l'audimat, un diktat auquel la télévision se soumet. De ce fait, des entretiens tels que celui que nous menons maintenant, on n'en voit que rarement à la télévision, en tout cas pas sur les grandes chaînes. Il faut Arte ou une petite chaîne telle que Radio Bremen pour diffuser de tels entretiens. Radio Bremen, d'ailleurs, a repris cette émission du Norddeutscher Rundfunk, une grande chaîne de télévision allemande, qui avait refusé de diffuser ce genre d'émission. Les petits sont malins, c'est parfois très intéressant. Et Radio Bremen a sauté sur l'occasion pour organiser cet entretien entre vous et moi, ici, dans mon atelier. C'était une chance à saisir. Et puis, il y a la façon dont on discute à la télévision. Au cours des années 50 et des années 60, c'était les grandes tables rondes. Depuis, ce sont des grands-messes dites talk-show. Moi, je ne participe jamais à ce genre d'exercice. Ça n'apporte rien, rien du tout. C'est du pur bavardage. Et celui qui parle le plus longtemps, celui qui arrive à ignorer le mieux les autres, s'impose dans ce genre de discussions qui n'en sont pas et qui n'apportent absolument rien.
Et puis, de toute façon, à chaque fois que la discussion prend un tour intéressant, le modérateur, comme on dit, change de sujet. Mais je crois bien que notre entretien, comme nous le menons ici, vous et moi, remonte à une tradition ancienne et médiévale, cette belle et vieille tradition de la dispute qui permet à deux opinions, à deux expériences de s'échanger, de se compléter, de se contredire. Au prix d'un petit effort, c'est là un exercice qui peut être très fructueux et qu'il faudrait peut-être recommander à ce monstre qu'est la télévision. Ainsi, on pourrait parfois y discuter vraiment. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le but, mais malheureusement, il faut des concours de circonstances très particuliers pour que, au fond, les producteurs de discours, les romanciers, les écrivains, les artistes, les chercheurs, etc., puissent se réapproprier leurs instruments de production. Je parle délibérément ce langage un peu archaïque qu'employait le marxisme. Bon, paradoxalement, aujourd'hui, les gens de parole, les gens de pensée, sont totalement dépossédés de leurs instruments de production. Ils n'en ont plus le contrôle. Il faut qu'ils passent par des petites émissions, des détours, des ruses, etc. Bon, il est probable que notre conversation ne peut pas être programmée autrement qu'à 11h du soir dans une chaîne confidentielle qui est destinée aux intellectuels. Bon, si nous voulions dire ce que nous disons à l'intention d'une grande chaîne publique, à grand public, nous serions, comme vous dites, immédiatement coupés par un modérateur, censurés, etc. Bon, donc, comment arriver... Excusez-moi, mais je vais vous couper aussi. J'aimerais éviter qu'on commence ici à se lamenter, parce qu'après tout, n'avons-nous pas toujours fait partie d'une minorité, vous et moi ? Et quand on regarde le cours de l'histoire, est-ce que ce n'est pas étonnant de voir ce qu'une minorité peut faire bouger les choses? Évidemment, pour cela, il faut un peu de tactique et, comme vous dites, un peu de ruse pour arriver à se faire entendre. En tant qu'écrivain, par exemple, je suis obligé de violer une règle sacro-sainte de la littérature qui est de ne jamais se répéter. Quand je veux faire de la politique, je suis obligé de répéter presque comme un perroquet une thèse qu'un jour j'ai ressentie comme juste ou qui a fait ses preuves. Il faut répéter, ressasser. C'est épuisant parce qu'on entend l'écho de sa propre voix et à la fin, on se prend vraiment pour un perroquet. Mais que voulez-vous, ça fait partie du jeu. C'est indispensable pour pouvoir trouver ne serait-ce qu'une oreille attentive dans le brouhaha ambiant. Oui. Oui, mais moi, ce que j'admire dans votre travail, par exemple dans Mon siècle, c'est que vous êtes à la recherche de moyens d'expression qui soient capables à la fois de porter un message critique, subversif, et de le porter très largement. Bon, il y a quelques artistes dans le domaine des arts plastiques, il y a un certain nombre de gens en Europe et aux États-Unis qui mettent leurs compétences d'artistes au service d'une ambition d'expression universelle, large. Bon. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, la situation est quand même très très différente de ce qu'elle était au temps des Lumières. Bon, au temps des Lumières, si on relit Diderot, etc., bon, l'encyclopédie a été un instrument de lutte qui utilisait les moyens de communication nouveaux contre l'obscurantisme, l'oppression, etc. Et nous avons quelque chose à faire du même type. Bon, je pense que ce n'est pas de l'arrogance de dire que nous sommes tout à fait dans la position de ces gens. Mais je pense que Oui, mais une position minoritaire. Oui. Mais ceci dit, les forces auxquelles ils s'opposaient étaient incomparablement plus petites. Enfin, c'était Pankow qui était un éditeur. Bon, aujourd'hui, nous avons affaire à des multinationales médiatiques extrêmement puissantes, bon, qui laissent survivre des petits isolats. Bon, et en fait, même l'édition aujourd'hui d'ouvrages difficiles et critiques devient de plus en plus
menacée. Donc, au fond, ce que j'ai à l'esprit, c'est que il faudrait constituer une sorte d'international des producteurs de livres, etc., bon, orientés vers la recherche de... Alors, vous me direz, bon, il faut se battre tout seul, chacun est là avec sa plume, avec ses instruments, etc., mais je ne crois pas que nous puissions efficacement... D'ailleurs, c'est par exemple, si j'ai pensé qu'il était très important que nous essayions, tant bien que mal, enfin, de parler ensemble, c'était avec cette idée qu'il faut essayer d'inventer des façons nouvelles de communiquer, voilà. Des manières nouvelles de porter le message, et même en essayant d'être, au lieu d'être les instruments, par exemple, de la télévision, d'en faire un instrument de communication au service de ce que nous voulons dire. Oui, mais la marge de manœuvre, elle est fort limitée. Et puis, n'oublions pas un autre point qui m'étonne moi-même beaucoup. Moi, je n'aurais jamais pensé qu'un jour viendrait dans ma vie où je me mettrais à revendiquer plus d'État. En Allemagne, nous avons toujours eu trop d'États, et trop souvent, trop longtemps, un État trop autoritaire. Il y avait donc 1000 raisons de vouloir contrôler de manière plus démocratique l'influence de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes tombés dans l'autre extrême. Nous avons tout à l'heure parlé du néolibéralisme, et c'est une chose étonnante, sans qu'il y ait le moindre point commun sur le plan idéologique, on voit aujourd'hui que le libéralisme a réalisé l'idéal anarchiste, à savoir l'abolition de l'État. La nouvelle forme de l'anarchisme s'exprime sous la forme d'un néolibéralisme qui veut se débarrasser de l'État, qui veut assumer à la place de l'État tout ce qui est rentable. Aujourd'hui, quand on veut modifier quelque chose par la réforme, je ne dis pas révolution, je dis réforme. En France ou en Allemagne, c'est absolument impossible tant que l'industrie, tant que le monde de l'économie ne le veulent pas. Ou alors tant que le monde de l'économie n'aura pas imposé ses vues, une baisse des impôts par exemple. L'État est dessaisi de son pouvoir à un point dont les anarchistes n'auraient jamais osé rêver. Mais c'est la réalité. Et je suis maintenant dans une situation tout à fait étrange, puisque je me vois obligé de demander qu'on donne davantage de responsabilités à l'État et qu'on lui permette de jouer son rôle de régulateur. Là, c'est typiquement ce type de renversement dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes amenés, paradoxalement, à défendre des choses qui ne sont pas complètement défendables. Est-ce que nous pouvons nous contenter de dire qu'il faut revenir à plus d'État? Il me semble que pour ne pas se laisser enfermer dans l'effet de révolution conservatrice, il faut dire qu'il faut inventer un autre État. Parce que sinon, on va vous dire, mais vous revenez en arrière. Oui, mais attention, le néolibéralisme ne veut faire à la place de l'État que ce qui l'intéresse sur le plan économique. L'État, lui, il peut continuer à s'occuper de la police, il peut s'occuper des choses qui permettent à la société de vivre de manière ordonnée. Ça n'intéresse pas les néolibéraux. Mais ce que l'État doit assumer en tant que fonction au service des couches sociales qui sont en dehors du système d'emploi, et je ne parle pas que des cas sociaux, je parle tout simplement des enfants ou des personnes âgées qui ne sont plus dans le processus de production, eh bien il faut bien que l'État, il faut bien que la société, par le biais de l'État, s'en occupe, en prenne soin. Si on empêche l'État de le faire, et si d'un autre côté se diffuse une économie qui n'est plus responsable de rien du tout, un système économique qui, à chaque fois qu'on fait appel à sa responsabilité, se retranche derrière la mondialisation, où elle devient intouchable. L'irresponsabilité, c'est en fait le principe directeur du système néolibéral. Dans mon siècle, vous évoquez une série d'événements historiques et un certain nombre d'entre eux m'ont beaucoup touché. Je pense à l'histoire du petit garçon qui va à la manifestation de Liebknecht et qui fait pipi sur le dos de son papa. Je ne sais pas si c'est un souvenir personnel, mais en tout cas, c'est une très très belle histoire pour apprendre de société.
socialisme. Je pense que c'est une façon très originale. J'ai beaucoup aimé aussi ce que vous dites sur Jünger et Remarque, où vous dites entre les lignes, enfin beaucoup de choses sur le rôle des intellectuels, leur manière d'être complices avec des éléments tragiques, même quand ils ont l'air critiques. Bon, j'ai aussi beaucoup aimé ce que vous dites sur Heidegger. C'est une chose que nous avons en commun. J'avais fait toute une analyse de la rhétorique de Heidegger, enfin, qui a sévi terriblement en France pendant presque jusqu'à aujourd'hui, paradoxalement. C'est-à-dire, oui, et ça, je dois dire que ça m'amuse beaucoup de voir qu'en France, on est fasciné, y compris parmi les intellectuels, par un Jünger ou un Heidegger. Là, d'un seul coup, on retrouve tous les clichés, tous ces lieux communs qu'on a les uns sur les autres, français et allemands. On les retrouve à l'envers. Et toutes ces fumisteries qui ont eu des conséquences funestes pour l'Allemagne, on les admire en France. C'est totalement absurde. Oui, c'est un retournement complet de la situation. Enfin, comme je me suis trouvé un peu hors de cette nouvelle mystique heideggerienne, et même à contre-pente de tout ce qui se disait, j'étais terriblement isolé. Enfin, c'est pas très agréable d'être français des Lumières dans un pays qui se jette dans une forme d'obscurantisme moderniste. Enfin, et Heidegger et Jünger, il y a un président de la République française est allé décorer Heidegger, ce qui a été pour moi un événement affreux. Enfin, c'était vécu comme très dramatique. Et dire à Paris, encore aujourd'hui, que Jünger est un révolutionnaire conservateur. Enfin, bon, j'ai analysé ses discours, son journal le journal de guerre. Il raconte sa vie quotidienne dans la France occupée, etc. Bon, dire ça, c'est se rendre suspect. C'est moi et les quelques personnes en France qui pensent comme moi, qui sont suspectes d'archaïsme, de nationalisme, etc. Même d'ailleurs une certaine forme d'internationalisme peut être perçue étrangement. Alors j'ai beaucoup aimé tout ça. J'aimerais bien revenir à quelque chose que vous disiez tout à l'heure au sujet de mon livre « Mon siècle », à savoir cette anecdote avec Karl Liebknecht. Ce grand orateur agite la jeunesse. Dans la tradition de cette famille, on emmenait les enfants écouter ces grands orateurs, Wilhelm Liebknecht d'abord, puis Karl Liebknecht. Alors l'enfant est assis sur les épaules de son père, qui écoute, fasciné, le grand orateur, le grand tribun. Ce que je voulais montrer dans cette histoire, c'est en fait une très forte contradiction. D'une part, on voit ce Liebknecht qui demande à la jeunesse, qui exhorte la jeunesse à être résolument progressiste. Le père, complètement subjugué, ne voit pas que son fils veut descendre de ses épaules. Le gamin lui fait pipi dans le dos. Et pendant que Liebknecht continue à en appeler au progressisme de la jeunesse, ce jeune père rosse son fils. On voit là un comportement autoritaire de la part de ce socialiste par rapport à son gamin, pendant que le tribun essaye de conquérir la jeunesse. Évidemment, le petit, devenu grand, lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, devient engagé volontaire, fait exactement le contraire de ce que lui recommandait Karl Liebknecht. Évidemment, tout cela, ça n'est pas dit aussi clairement dans l'histoire, mais c'est tout à fait l'idée que je poursuivais, c'était tout à fait mon intention en imaginant cette scène. Tout à l'heure, nous avons parlé, ou plutôt vous avez parlé de Heidegger et de cette chose absurde qui fait qu'en France, on semble beaucoup apprécier aussi bien Heidegger que Jünger. Peut-être cela s'explique-t-il, comment dire, bon, disons-le autrement, je pense qu'on pourrait peut-être recommander aux intellectuels français, si ça les intéresse, de découvrir les auteurs allemands de l'époque des Lumières. Et il y en avait. Après tout, il n'y avait pas que Diderot et Voltaire. Il y avait aussi en Allemagne un Lessing ou un Lichtenberg. Tiens, très drôle, Lichtenberg, très spirituel. Quelqu'un qui devrait plaire beaucoup plus aux Français qu'un Jünger. Mais bon. Pour prendre un exemple plus proche, je pense à Ernst Cassirer, qui a été un grand héritier des Lumières. Bon, j'ai
dépensé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à traduire et faire traduire l'œuvre de Cassir, et bon, qui a eu un succès très 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 modéré, alors que le grand adversaire de Cassir, Heidegger, avait un énorme succès. Bon, voilà, c'est cette espèce de renversement des positions françaises et allemandes. Je pense que c'est une des choses qui, moi, m'a toujours beaucoup tourmenté. Comment faire que les deux pays ne cumulent pas ce qu'ils ont de pire. Voilà. On a souvent l'impression que par une espèce de ruse de l'histoire, les Français prennent aux Allemands ce qu'ils ont de pire, et les Allemands prennent aux Français ce qu'ils ont de pire. Ich komme jetzt mal auf 68 zurück, das ist ja nun auch die Geschichte. Si vous le permettez, j'aimerais bien reparler un peu de mai 68 et d'une anecdote qui figure dans mon livre Mon siècle, où je montre un professeur qui, 30 ans plus tard, lors de son cours du mercredi, se met à réfléchir et se demande quelle avait bien pu être son attitude lorsqu'il était étudiant en 1966, 67, 68. En fait, de cette espèce d'heideggerienne philosophie du détachement, il s'est précisément détaché pendant un moment pour y retourner, bouclant ainsi une boucle, après avoir fait un détour beaucoup plus radical et appartenu à ceux qui essayaient de déshabiller et de démolir Adorno publiquement. Je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait typique en termes de biographie de cette époque et que l'on trouve en résumé dans l'idée de mai 68. Mais ce que je voulais dire en réalité, et moi j'avais pris une part active à mai 68, c'est que cette protestation des étudiants, elle était nécessaire, indispensable, et qu'elle a fait bouger beaucoup plus que ce que les porte-paroles de cette pseudo-révolution le pensait. En fait, il ne s'agissait pas d'une révolution, il n'y avait pas de base pour une révolution, mais quand même, c'est la société tout entière qui a changé. Et moi, je prenais le contre-pied des pseudo-révolutionnaires et j'affirmais, comme je l'ai écrit dans Journal d'un escargot, le progrès est un escargot. Vous auriez vu le tollé. Alors je disais, verbalement, vous pouvez le faire, votre grand bond en avant à la mode de Mao, mais ce qui va rester sous votre grand bond, à savoir la société, elle n'avancera pas. Et un jour viendra le retour de bâton, et à ce moment-là, vous parlerez de contre-révolution, toujours en employant ce jargon, cette langue de bois d'un communisme qui, à l'époque, déjà était complètement éculé. Mais à quoi bon? C'était de toute façon un véritable dialogue de sourds. Tout ce que vous dites, enfin, je pourrais le dire. Enfin, j'avais écrit à l'époque un livre qui s'appelait Les Héritiers, où je décrivais les différences d'attitude entre les étudiants d'origine petite bourgeoise ou populaire et les étudiants d'origine bourgeoise, en particulier dans le domaine politique. Et paradoxalement, le radicalisme le plus radical se trouvait chez les étudiants d'origine bourgeoise, alors que les étudiants de petite origine étaient plus réformistes, plus conservateurs. Et par exemple, à l'intérieur du mouvement de mai 68... Souvent, ils avaient un conflit avec leur père, qu'ils ne pouvaient pas évidemment exprimer à la maison, parce que papa leur aurait coupé les vivres. Et donc ce conflit, ils le reportaient sur la société. Ça c'est une tradition. Enfin, comme au 19e siècle, beaucoup d'artistes, Cézanne et tant d'autres, étaient en rupture avec leur famille et faisaient des révolutions symboliques contre leurs parents. Bon, je pense que cette dualité, enfin, était très présente dans le mouvement de 68. Et il y avait, comme dans toute révolution, il y avait plusieurs révolutions. Moi, je me souviens fort bien comment, dans les années 70, en Allemagne et dans quelques pays scandinaves, ou plutôt dans tous les pays scandinaves, on s'est rendu compte, tout d'un coup, qu'au train où allait la société et l'économie, avec l'exploitation des ressources naturelles, la nature allait être complètement détruite. Le mouvement écologique était né. Et les partis socialistes et sociodémocrates, toujours braqués sur le capitalisme, se sont concentrés exclusivement sur la question sociale traditionnelle, laissant de côté la question écologique ou la considérant avec une certaine hostilité. Nous voyions à l'époque des syndicalistes de gauche, par ailleurs progressistes sous tout rapport, se montrer complètement butés dès qu'on parlait d'écologie, car ils estimaient que la défense de l'environnement allait détruire des emplois. Et certains continuent à le croire aujourd'hui.
Alors si nous demandons aujourd'hui, à très juste titre d'ailleurs, aux tenants du capitalisme et du néolibéralisme de s'appuyer sur leur grand potentiel intellectuel pour revenir à la raison, et ça veut dire aussi pour se réformer, eh bien nous devrions demander la même chose à la gauche. Il faudrait qu'elle comprenne enfin que la question écologique est aujourd'hui indissociable de la question du travail et de l'emploi. Ces deux choses sont étroitement imbriquées. Et aujourd'hui, quelque décision que l'on puisse prendre, il faut envisager son impact écologique. Oui, mais je pense que ce que vous dites des écologistes est vrai aussi des sociodémocrates. C'est-à-dire que les sociodémocrates ont sur eux-mêmes une vision dominante. Ils ont intériorisé la vision dominante et toutes les inventions diverses, social-libéralisme, libéralisme social, blairisme, etc., toutes ces pseudo-inventions sont des façons d'intérioriser la vision dominante de la puissance dominante sur les dominés. C'est-à-dire que, au fond, les Européens ont honte, je n'hésite pas à le dire, ce qui est une propriété de coloniser, les Européens ont honte de leur civilisation et n'osent plus. Alors ça commence évidemment dans le domaine économique, mais peu à peu ça vient aussi dans le domaine culturel. Ils ont honte de leur tradition culturelle, ils vivent dans une sorte de culpabilité, ce qui est perçu comme une défense archaïque de leur tradition. Dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la littérature, dans le domaine, par exemple... Et chez nous, on voit parfois des raccourcis saisissants et complètement aberrants qui font que, par exemple, les partisans de Schröder se considèrent comme modernistes et taxent les autres de traditionalistes. Évidemment, lorsqu'ils voient ça, les néolibéraux ne peuvent que sourire en voyant comment, en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays, les sociodémocrates et les socialistes perdent leur temps à se chamailler au sujet de définitions parfaitement stériles. Le problème de la culture, moi je me suis réjoui du fait que le prix Nobel vous était décerné. Bon, je me permets de dire ça parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement, pas seulement parce qu'il couronnait un très bon écrivain, mais parce qu'il couronnait un écrivain, laissez-moi finir là, c'est important, il couronnait un écrivain européen, enfin, et au sens de qui ouvre sa gueule et qui défend une façon de faire de l'art qui pourrait être pour certains archaïque. Enfin, je ne sais pas assez pour le savoir. La campagne qui a été faite contre votre roman. Monsieur Bourdieu, en ce qui concerne le prix Nobel, vous savez, je vivais très bien sans lui. Et j'espère que je continuerai à bien vivre avec le prix Nobel. Certains disaient « Enfin, il est nobelisé » ou « C'est trop tard ». Eh bien, moi, je suis tout à fait content de n'avoir obtenu ce Nobel qu'une fois passé le cap des 70 ans. Pour un auteur plus jeune, un auteur de 35 ans, mettons, le prix Nobel, ça peut être un poids excessivement dur à porter, parce que les attentes seraient sans doute immenses face à un tel auteur. Moi, je peux voir tout ça avec une certaine distance, tout en me réjouissant. Bon, mais c'est tout ce que je voudrais dire en ce qui me concerne à ce sujet. Je crois que nous devrions essayer de faire des propositions auxquelles il serait difficile de résister. Après tout, les grandes chaînes de télévision, elles sont aujourd'hui désemparées. Tout ce qu'elles ont, c'est leur religion, cette superstition de l'audimat et des parts de marché. Il faut peut-être les aider un peu. Et on peut dire la même chose pour les relations entre les pays voisins que sont l'Allemagne et la France, des pays qui se sont combattus à mort, et les plaies sont encore vives, les plaies des guerres mondiales et des batailles du 19e siècle. On a fait beaucoup d'efforts rhétoriques pour se rapprocher, et d'un seul coup, on se rend compte que ce qui nous divise, ce n'est pas seulement la barrière linguistique, c'est toute une série de dimensions que nous ne percevons pas. Tout à l'heure, je disais que nous ne sommes même pas capables de développer la même vision de l'époque européenne des Lumières. À l'époque où les États-nations étaient moins dominants qu'aujourd'hui, la situation était plus claire. Ce qui se passait en Allemagne, les Français le savaient, et vice-versa. Goethe a traduit Diderot,
Et il y avait entre les minorités qu'incarnaient ces deux illustres personnages un véritable écho, car c'était bien des minorités qui se battaient à l'époque pour faire naître les Lumières en dépit de toutes les censures. Voilà une tradition à laquelle nous devons nous rattacher, car rien ne saurait nous en dispenser. Nous n'avons rien d'autre que ce que nous avons appris grâce au grand courant des Lumières, en dépit de toutes ces erreurs, et nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser les outils des Lumières pour nous réformer, pour réviser ce qui doit l'être. Mais ce travail-là, c'est typiquement celui qui incombe à une opposition. Car il ne suffit pas de se plaindre, même si l'on a raison de le faire, de l'écrasante domination qu'exerce aujourd'hui le néolibéralisme, d'une manière d'ailleurs tout à fait irresponsable. Non, si l'on veut protester, si l'on veut s'opposer, il faut aussi se demander quelles sont les erreurs que nous avons nous-mêmes commises depuis le siècle des Lumières. Car, en réalité, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le capitalisme, jusque dans sa phase actuelle, et le socialisme, qui est toujours resté assez rudimentaire, ce sont tous deux les enfants des Lumières. Il faudra bien qu'ils renouent un jour le dialogue. Je vous trouve un peu optimiste. Enfin, je pense que, malheureusement, enfin, pour moi, le problème ne se pose pas exactement comme ça. Je crois que les forces économiques et politiques qui pèsent sur l'Europe sont telles que les Lumières sont réellement en danger. Bon, non, un de mes très bons amis, un historien français qui s'appelle Daniel Roche, vient d'écrire un texte dans lequel il montre que la tradition des Lumières a eu des sens très très différents en France et en Allemagne. Donc, que sous le mot Aufklärung, on ne met pas du tout ce que les Français mettent sous le mot Lumière. Et pourtant, apparemment, c'est un des points sur lesquels la rencontre est parfaite. Et on trouve une immense différence. Ce sont deux continents très différents. Bon, cette différence est là, et elle est un des obstacles très important qu'il faut surmonter, et les intellectuels sont quand même les premiers concernés, si on veut résister réellement à la destruction de ce que nous associons globalement aux Lumières, c'est-à-dire au progrès de la science, au progrès de la technique, au progrès, au contrôle de ce progrès, à la maîtrise de ce progrès. Donc je pense qu'on ne peut pas se contenter actuellement de prêcher la recherche d'autres solutions que celle de... oui, il faut inventer un nouvel utopisme qui s'enracine dans des forces sociales. Et là, je crois que bon, c'est peut-être, ça va être perçu évidemment comme une régression vers des formes archaïques de vision politique. Du côté, il s'agit de trouver des nouveaux mouvements sociaux. Les syndicats sont des formes archaïques, je pense, dans leur forme actuelle. Il faut que les syndicats se réforment, se transforment, se redéfinissent, s'internationalisent, se rationalisent, s'enracinent dans les sciences sociales, etc. Bon, pour faire bien ce qu'ils sont censés faire, pas très bien actuellement. Bon. Et toutes ces choses-là... toutes ces choses-là sont bien utopiques. Vous voulez réformer le mouvement syndical. Or, c'est un appareil très lourd. Mais dans lequel nous avons un rôle à jouer. Moi, je pense que, par exemple, ça m'a frappé dans les mouvements sociaux récents en France, pour des raisons historiques, le mouvement social est beaucoup moins triomphant qu'il ne l'était il y a quelques années. La tradition française du mouvement social était très ouvriériste et très hostile, au fond, aux intellectuels, à juste titre, pour une part. Bon. Aujourd'hui, le mouvement social étant en crise, il est plus ouvert, plus attentif aux critiques du mouvement social, bon, et les mouvements sociaux deviennent beaucoup plus réflexifs. Enfin, bon, et je pense que du coup, ils sont beaucoup plus accueillants à une nouvelle forme de critique qui implique la critique du mouvement social. Bon, et je pense que ces mouvements sociaux critiques, ces mouvements sociaux réflexifs, sont, je crois, sont une forme d'avenir. Je serais moins optimiste que vous. Vous voyez, nous avons tous les deux un âge qui nous permet certes d'affirmer que si nous restons en bonne santé, nous continuerons à ouvrir notre gueule, mais nous n'avons plus tellement de temps.
Et je ne sais pas comment ça se passe en France, pas mieux que chez nous sans doute. Je me dis qu'il y a maintenant une jeune génération parmi les auteurs qui se montre assez peu disposée, assez peu intéressée à poursuivre cette tradition qui relève des Lumières, cette tradition qui nous pousse à ouvrir notre gueule, à nous ingérer. Or, si la relève n'est pas assurée, si personne ne vient nous relayer, eh bien, c'est tout un volet d'une grande et bonne tradition européenne qui se perdra.